Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Christophe Badeau qui est directeur général de Varonis France. Christophe Badeau, bonjour. Alors, il se trouve que vous venez de fêter vos 10 ans d'implantation sur le marché français. Et Varonis, c'est une société qui a été créée un peu avant, donc dans les années 2004-2005, et qui a une organisation un peu particulière puisque vous avez votre siège qui est à New York et vous avez votre R&D qui est en Israël. Alors la question est assez simple, c'est quelles sont les raisons pour une telle organisation? Est-ce que ça complique pas un petit peu les choses dans le fonctionnement de l'entreprise? Alors complexité non, les deux principales raisons sont dues au fait que notre président et fondateur donc, est d'origine israélienne, donc il a la double nationalité, donc je pense qu'il a cette relation particulière finalement avec son pays d'origine, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous savez sans doute qu'on trouve beaucoup de très belles compétences dans le développement de technologies de sécurité en Israël, et c'est la deuxième raison qui fait qu'en date d'aujourd'hui, 100% de notre développement donc, est assuré depuis Israël. Voilà. En termes de complexité, écoutez, donc nous sommes une société éminemment internationale, on communique avec des outils modernes, donc j'aurais tendance à penser que la localisation du lieu de développement de nos produits ne génère finalement plus d'importance, tout à fait, effectivement. Très bien, et sachant qu'en plus on sait très bien que les sociétés israéliennes, enfin Israël en général, pour tout ce qui concerne la sécurité est particulièrement avancé, pour les raisons qu'on imagine assez facilement. Alors, donc le premier point, c'est vous avez donc vous êtes spécialisé dans tout ce qui est détection des comportements anormaux dans l'accès aux données, dans je dirais toutes les actions sur ces données, sur ces fichiers. Et donc l'idée, c'est à partir du moment, donc votre solution, que vous nous présenterez assez rapidement, permet de détecter des comportements anormaux dans des transferts de fichiers en quantité totalement surreprésentée ou dans des actions de chiffrement, des choses comme ça. Est-ce que finalement c'est bien de détecter, mais est-ce qu'une fois qu'on a détecté, c'est pas déjà trop tard? Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quelles sont les technologies que vous utilisez? Est-ce que c'est des méthodes statistiques, je dirais, relativement traditionnelles? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Et si oui, quel genre de technologie? Donc comment tout cela se présente? Déjà, si on revient donc à votre point de départ, donc le métier de Varonis, c'est la gouvernance des données. Donc c'est la protection donc, de l'ensemble de nos clients contre des menaces internes et des cyberattaques. Hein, ça c'est notre métier de base. Il y a différentes technologies, finalement on parle d'une plateforme de sécurité, donc on pourra revenir finalement dans la suite de l'entretien sur les différentes briques connues qui sont les composantes de cette plateforme de sécurité. Sur le point donc d'alerte et puis de détection de comportement, nous avons un peu les deux, c'est-à-dire que nous avons un produit d'alerting qui permet donc d'être basé finalement sur une technologie dite de seuil. Vous pouvez décider finalement que dès qu'une personne va avoir accès à un fichier ou une donnée qui est importante, et bien qu'une alerte soit finalement déclenchée. Donc c'est la partie, on va dire, statique du produit. Et puis l'autre partie du produit, donc, qui fait l'objet de développement très important, qui est basé sur de l'analyse comportementale. Donc le produit va au sein d'un groupe d'utilisateurs, et bien sur une période à minima de 30 jours, détecter quel est finalement le comportement médian. Et en fonction de cela, eh bien, alerter en cas de déviation par rapport à un comportement médian. Donc il y a une sorte de courbe d'apprentissage de votre produit. Exactement. Et qui est réactualisée au fur et à mesure, parce que finalement les comportements peuvent changer dans le temps. Tout à fait, donc c'est une analyse finalement qui est faite en temps réel et qui permet finalement eh bien, de voir quel est le comportement médian et puis eh bien, de détecter ou d'alerter finalement donc, en cas de déviation par rapport à ce comportement. La deuxième partie de votre question donc, concernait est-ce que c'est trop tard ou pas. Alors la réponse est non, puisque dans le cas d'une alerte statique, dès qu'un accès finalement donc, est détecté donc, à une donnée sensible, vous pouvez donc couper ou décider finalement que cet accès n'aura pas lieu. Et puis le deuxième point, c'est que quand l'alerte est détectée, quand l'alerte est envoyée, vous avez possibilité eh bien, d'avoir
tout un tas d'actions qui sont menées. On parle de ransomware, par exemple, qui est la détection d'un volume de chiffrement de données dans un espace de temps réduit. On a tout à fait la possibilité donc d'avoir un script qui va déconnecter le poste pour éviter que le ransomware ne se déplace de manière latérale. Donc tout ça se fait de manière automatisée, bien entendu, parce que sinon, si on attend une réaction humaine, il suffit que le type qui soit posté à faire ça, il aille boire un café et puis... Alors, vous avez la possibilité d'avoir donc des actions finalement qui sont immédiates, hein, qui sont scriptées pour certaines. D'autres peuvent envoyer par exemple un mail si un salarié copie un volume de données de manière assez importante dans un espace de temps. Un mail peut être envoyé éventuellement au service des ressources humaines qui va vérifier par exemple si cette personne n'est pas en train de partir de l'entreprise et serait finalement en train de copier des données de manière assez importante. Hein. Donc vous pouvez très bien avoir une réaction qui est graduelle en fonction finalement de la gravité ou de ce que vous avez décidé en termes de process. Donc ça c'est le RSSI qui décide à quel niveau il veut situer le... Alors c'est le RSSI ou les métiers. Typiquement, qui peuvent donner des instructions en termes de niveau de gravité et puis de type d'alerte qu'ils souhaitent recevoir. Et alors les technologies qui sont utilisées justement pour cette analyse comportementale, c'est quoi? C'est une méthode statistique, c'est de l'intelligence artificielle? C'est un petit peu tout ça, c'est un mélange de tout cela et notamment pas mal d'intelligence artificielle, oui tout à fait. D'accord. Alors il y a un autre sujet évidemment dont on parle déjà beaucoup, hein, c'est un peu le bug de l'an 2000, mais en 2017, c'est la GDPR, dont on sait que la date de mise en œuvre c'est mai 2018 avec des sanctions qui sont non négligeables. Donc vous êtes, évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes impliqué dans la gouvernance des données, vous êtes impliqué là-dedans. Vous proposez ce que vous appelez des patrons ou des templates de données personnelles. Donc en gros, l'idée, c'est d'être capable d'avoir des outils permettant de détecter assez facilement quelles sont les données qui rentrent dans le cadre de la GDPR, quelles sont celles qui sont éligibles ou pas. Est-ce que, en gros, là, vous êtes uniquement un fournisseur d'outils ou est-ce que vous allez au-delà et vous faites un service d'accompagnement pour les entreprises pour les emmener vers cette mise en conformité de leurs données? Je pense qu'il est intéressant de revenir finalement à notre métier de base. C'est vrai que la plateforme de sécurité que nous proposons à l'ensemble de nos clients permet de donner de la visibilité sur où sont les données, qui en est le propriétaire, est-ce que ce sont des données qui sont sensibles, par qui sont-elles accédées? C'est notre métier de base. Donc toutes les métadonnées finalement sur ces données. Voilà, c'est l'ensemble des métadonnées finalement que nous collectons. Donc finalement, nous n'avons pas attendu la GDPR finalement pour avoir des technologies qui permettent d'identifier où sont localisées vos données sensibles dans l'entreprise. La GDPR n'est qu'une déclinaison pour nous d'une donnée sensible. Cette donnée sensible, on décide finalement qu'elle est une donnée personnelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une offre qui est très pertinente finalement dans le contexte de la GDPR. Donc il suffit finalement de définir qu'une donnée personnelle est une donnée sensible et savoir finalement qui accède à cette donnée, où est-ce qu'elle est localisée dans l'entreprise. Pour faciliter par contre la détection de ce type de données, nous avons mis en place ce qu'on appelle des patterns GDPR. Des patterns GDPR, c'est ni plus ni moins que, si on prend l'exemple d'un numéro d'INSEE qui en France est sur 13 ou 15 caractères, donc c'est une expression régulière finalement qu'il est assez facile de décrire, qui commence par 1, 2 ou 3. En complément de cela, on a développé des algorithmes qui permettent de vérifier que si une expression régulière de 13 caractères, par exemple, est trouvée, c'est bien un numéro INSEE. Et en complément, une recherche de mots-clés tout autour, finalement, donc, de cette expression régulière pour éviter donc, d'avoir des faux positifs. Donc, un pattern GDPR, c'est ni plus ni moins que ça. C'est une grande complexité, mais ça sert à cela, à s'assurer que la recherche du numéro d'INSEE est bien un numéro d'INSEE. Et ceci a été fait donc pour les 150 données à caractère personnel. Et tout ceci a été fait de manière localisée. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les données personnelles sont spécifiques à chaque pays, donc il faut faire un développement. Un numéro d'INSEE ou son équivalent existe dans les 28 pays. Bien sûr, mais ils ont une forme qui est différente. Exactement. Pour autant, ils ont une forme qui est différente, donc il faut des algorithmes de vérification qui sont différents. Et puis, bien évidemment, la vérification de mots-clés autour de cette expression régulière dépend directement de la langue qui est pratiquée dans le pays. Donc, c'est la raison pour laquelle ces patterns GDPR existent pour l'intégralité des pays de l'Union, mais par contre sont localisés, bien évidemment, donc pour l'intégralité des pays de l'Union. Très bien. Alors, est-ce que de votre point de vue, le cloud complique un peu les choses? Alors, le cloud
enfin, complexifie, et c'est également une opportunité qui est intéressante pour nous. Donc, notre métier de base a toujours été finalement donc, de sécuriser les données qui sont localisées donc, chez nos clients. On assiste depuis quelques mois à une explosion finalement du nombre de projets autour d'Office 365. Et la confiance n'excluant pas le contrôle, les sociétés qui finalement déportent leurs données dans le cloud veulent absolument avoir une capacité d'audit. Je déporte mes données, mais je veux savoir à tout moment finalement qu'est-ce qui est fait avec mes données. Donc c'est à la fois une complexité, mais une formidable opportunité pour nous, puisque nous sommes capables avec nos technologies de donner une complète visibilité sur où est-ce que les données sont localisées, sont-elles sensibles ou pas, que les données soient finalement on-prem ou dans le cloud. Et alors justement, est-ce que vous ne faites que fournir ces patterns, comme vous les avez appelés, ou est-ce que vous allez un peu au-delà? Est-ce que vous proposez des services d'accompagnement, ou ça, c'est vos partenaires qui font ça avec vos outils? Alors, il y a deux types de réponses. Une réponse technologique et puis une réponse finalement donc à travers principalement nos partenaires. Donc nous avons dans notre plateforme de sécurité des modules qui permettent par exemple en cas de découverte de données sensibles sur des répertoires qui sont surexposés, de déplacer automatiquement ces données dans des répertoires qui sont moins exposés en attente de décision. Donc c'est une première possibilité. On a un autre module qui s'appelle Automation Engine qui a été lancé il y a un trimestre, qui permet de faire ce qu'on appelle de la rémédiation technique, donc de réduire le nombre d'accès de groupes globaux. Donc si des informations sensibles sont dans des répertoires qui sont surexposés parce qu'accessibles à l'ensemble du personnel de l'entreprise... Active Directory est un bon exemple de ça, non? C'est pas l'exemple du produit qui a une faille où dès qu'on accède à une donnée, on accède à toutes les données? Alors c'est un peu ça. Là l'idée c'est d'avoir un répertoire finalement contenant des données sensibles, accessibles par l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise. Le produit permet finalement de traiter ces problématiques de groupes globaux et puis d'appliquer ce qu'on appelle la méthode de moindre privilège pour que seules les personnes qui ont utilité d'accéder à ces informations aient capacité réellement d'accéder à ces informations et puis de supprimer l'ensemble des utilisateurs donc, de ces groupes d'accès globaux. Donc ça c'est toute la partie je dirais un peu plus technique, donc on a des outils qui permettent finalement de réduire l'exposition de l'entreprise finalement pour que les données sensibles soient le moins exposées possible. Pour autant, on parle de rémédiation technique, la partie que j'appellerais la rémédiation fonctionnelle, décider finalement pourquoi les informations sont stockées là depuis pas mal de temps, quels sont les process qui sont derrière. Il est clair que là, c'est plutôt nos partenaires. Nous avons des services qui peuvent en partie le réaliser. Nous sommes dans une structure de vente principalement donc à travers nos partenaires, et nos partenaires ont toute leur valeur ajoutée dans l'accompagnement de nos clients pour justement avoir cette rémédiation fonctionnelle. Alors vous avez utilisé le terme plateforme de sécurité donc pour labelliser votre offre. Donc en gros l'idée c'est une espèce de socle général sur lequel on en fiche des modules fonctionnels et qu'on peut acquérir au fur et à mesure en fonction des besoins. Est-ce que c'est un peu ça? C'est exactement ça, tout à fait. Donc selon la nature des informations ou selon la nature des informations que vous souhaitiez protéger, si elles sont localisées finalement donc sur des serveurs de fichiers, si elles sont localisées dans SharePoint, si vous souhaitez finalement protéger votre Active Directory, nous avons des technologies finalement donc par module, je veux dire de manière verticale, et puis nous avons des technologies dites transverses qui permettent de classifier notamment donc les données, de localiser donc les données sensibles. Nous avons ces fameuses patterns GDPR qui dans tous les cas vont s'appliquer sur l'ensemble de ces modules. Très bien. Alors, il y a dans tous ces produits-là, finalement, il y a un terme aussi qu'on a utilisé, c'est l'automatisation. Et j'ai l'impression que finalement, pour avoir des outils qui soient les plus efficaces possibles, étant donné, je dirais, l'explosion du volume des données, leur dissémination un peu partout, s'il n'y a pas des outils qui offrent cette automatisation, on va pas être capable de suivre. Donc, est-ce que c'est un peu cette idée que vous avez en tête en développant vos produits? Alors, en développant les produits, c'est exactement ça, c'est que vous avez un volume de données, 80% finalement des données sont dans des formats dits non structurés, ce qui est finalement la nature des informations donc, que nous couvrons. Quelques clients nous objectent en général le fait que les données sensibles sont quelquefois dans des formats de type base de données, ce qui est vrai.
sans doute plus faciles finalement à localiser et à protéger, mais dans 80% finalement de la mise en place de nos technologies, on s'aperçoit que des extraits de ces bases de données existent dans des formats dits non structurés. Typiquement, un extrait de base de données à des fins de publipostage, ou alors des extraits de base de données pour retravailler ces données dans Excel. Donc finalement, dans 80% des cas, ces données, soi-disant bien protégées, se retrouvent dans des formats qui sont des formats de données non structurées, qui est exactement les données sur lesquelles toute notre plateforme de sécurité s'applique. Très bien. Alors, pour terminer cet entretien, là, on va partir sur une considération un peu générale. Quand on regarde le marché de la sécurité en France et ailleurs d'ailleurs, finalement on observe un nombre d'acteurs qui est très très élevé. Et on a vraiment un marché qui est extrêmement morcelé, avec beaucoup de petits acteurs, quelques-uns qui sont grands. Et on ne voit pas vraiment, à l'instar d'autres domaines, de consolidation. C'est-à-dire que les petits acteurs restent indépendants. Est-ce que est-ce qu'il y a une raison à ça? Et deux, est-ce que ça complique pas un peu les choses pour un de ces acteurs de se distinguer par rapport aux autres? Alors j'ai une vision qui est un peu différente. On participe bien évidemment donc aux principaux salons dédiés au monde de la sécurité, et au fil des mois et au fil des années, il y a beaucoup de petites entreprises qui se font racheter. Je crois qu'encore cette semaine, il y a deux acteurs dans le domaine du CASB qui viennent de se faire racheter par des sociétés spécialisées plutôt dans le domaine de l'antivirus. Donc il y a un vrai phénomène de consolidation, je dirais, au fil des mois, et pour autant, le nombre d'entreprises finalement reste constant. Donc il y en a de nouveaux acteurs qui apparaissent. Exactement. Donc il y a à la fois un phénomène de concentration finalement et d'acquisition de technologies par d'autres acteurs de la sécurité, mais par contre le secteur de la sécurité se réinvente quasiment, je dirais, tous les ans, avec des hackers finalement qui obligent les sociétés finalement donc à se réinventer et ce qui justifie finalement l'émergence de nouvelles technologies. Très bien, je crois qu'on a fait un tour assez complet. On n'attendra peut-être pas les 10 années prochaines pour faire un nouveau point. Christophe Badeau, merci beaucoup. Je vous en prie.